Bonjour à toutes et à tous. L'hôpital. On connaît tous de près ou de loin. Et on sait combien c'est important que ça tourne bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça marche ailleurs pour voir ce qu'on pourrait peut-être améliorer. On va plonger dans les politiques de gestion des hôpitaux avec une comparaison assez précise entre le Maroc et l'Allemagne en se basant sur une analyse qu'on a étudiée. L'objectif, c'est de regarder un peu sous le capot comment on finance, comment on mesure la qualité, c'est quoi le parcours d'un patient, le numérique, ça aide comment, et le personnel, bien sûr. On va essayer de voir ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait être pertinent, peut-être adaptable, comprendre pourquoi les résultats sont parfois différents en termes d'efficacité, de qualité. Donc on va suivre un chemin assez logique. D'abord l'argent, le financement, ensuite la qualité, la sécurité, après le parcours du patient, la numérisation, les ressources humaines, et on finira sur un plan d'action qui est suggéré. Alors, commençons par le nerf de la guerre, l'argent. Apparemment, grosse différence au Maroc. On serait plutôt sur des budgets fixes annuels. En Allemagne, c'est le paiement au cas, les DRG. Euh, Ça change quoi ça concrètement? Ah oui, ça change énormément de choses. Le DRG, donc groupe homogène de malades, ça veut dire qu'on paye plus l'hôpital juste pour une journée de présence. Non, on lui donne un forfait pour un cas bien défini. Une appendicite par exemple ou un accouchement simple. Le montant dépend du diagnostic, de la complexité des actes faits. Donc l'hôpital n'est plus poussé à garder les lits chauds le plus longtemps possible. Exactement, c'est ça le changement de logique. L'incitation, elle est à l'efficacité. Bien soigner, dans un délai correct, sans faire d'actes ou de jours inutiles. Si l'hôpital fait mieux et plus vite, pour une qualité égale, garde une marge. S'il est moins performant, il peut perdre de l'argent sur ce cas précis. On passe vraiment d'une logique de moyens, d'occupation, à une logique de résultat, par cas. Prenons un exemple tout bête. Une appendicectomie simple, tarif X. Si l'hôpital gère ça en 2 jours au lieu de 4, c'est bon pour lui. Bon, évidemment, il y a des garde-fous. Si un cas devient hyper complexe, très coûteux, ce qu'on appelle un outlier, il y a des mécanismes pour compenser l'hôpital, pour pas le sanctionner sur un truc exceptionnel. D'accord. Et on entend parler de CMI aussi, c'est quoi ce CMI? Alors, le CMI, c'est l'indice de Casemix. En gros, ça mesure la lourdeur moyenne des cas que traite un hôpital. Un gros CHU qui fait de la chirurgie cardiaque aura un CMI plus élevé qu'un petit hôpital local. Et ça permet d'ajuster le financement global. Un CMI élevé, ça veut dire des cas plus complexes, donc plus de moyens par cas en moyenne. Ça reflète la réalité des ressources nécessaires. Ok, je vois. Le système pousse à être efficace, il tient compte de la complexité. Mais la qualité dans tout ça. Comment on s'assure qu'on ne sacrifie pas les soins sur l'autel de l'efficacité? L'argent, il suit la qualité? C'est le point crucial. Et c'est là qu'arrivent les fameux KPI, les indicateurs clés de performance. L'idée, c'est de lier une partie du financement pas seulement à l'activité via les DRG, mais aussi à la qualité qu'on mesure. On va regarder des trucs comme le taux de mortalité, mais ajusté au risque, bien sûr, le taux de réadmission imprévu à 30 jours, les infections qu'on attrape à l'hôpital, même la satisfaction des patients. Et en Allemagne, ils ont mis en place un système de bonus-malus financier basé là-dessus. Un hôpital qui réussit à bien baisser ses infections, par exemple, il peut avoir un petit bonus, peut-être 2 ou 3 de ses recettes DRG. Et inversement, de mauvais résultats, ça peut entraîner un petit malus. Ça crée une motivation financière très directe pour investir dans la qualité et la sécurité. C'est plus juste un vœu pieux, quoi. Ah oui, c'est un levier assez puissant quand même. Et à part ce système de bonus-malus, est-ce qu'il y a d'autres choses en Allemagne pour vraiment tirer la qualité vers le haut? Oui, il y a une autre mesure intéressante, les seuils de volume annuel pour certains actes très complexes, certaines chirurgies pointues. L'idée derrière, elle est assez simple et prouvée. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus une équipe fait un geste technique difficile, plus elle devient experte. Et ça se traduit directement en sécurité et en meilleurs résultats pour les patients. Concrètement, pour opérer certains cancers complexes ou poser certaines valves cardiaques par exemple, seuls les hôpitaux qui en font un nombre minimum chaque année sont autorisés à le faire et à être payés pour ça. Donc ça concentre l'expertise? Exactement, ça pousse à créer des centres de référence pour lesquels est plus lourd. C'est vu comme un gage de qualité. Et au Maroc, comment on se situe par rapport à ça? Ce lien entre argent, volume, qualité? D'après ce qu'on comprend du document, le Maroc utilise bien certains indicateurs qualité, mais le lien avec le financement serait, disons, assez faible ou
indirecte. La grosse différence qui est soulignée, c'est l'absence de ce levier financier là, direct et systématique, que ce soit le bonus-malus ou les seuils de volume, qui conditionnent le paiement. Du coup, la suggestion pour le Maroc, c'est pas de tout copier d'un coup, hein, attention. C'est plutôt d'y aller pas à pas. Commencer peut-être par introduire de petits bonus-malus, genre plus 1 ou 2%, liés à quelques indicateurs qualité bien choisis, fiables, qu'on peut vraiment mesurer. Et puis, réfléchir à des seuils de volume, mais pour des actes très ciblés, là où on sait que l'expérience change vraiment tout pour la sécurité du patient. L'idée, c'est d'amorcer un changement de culture, en fait, valoriser la qualité mesurée. D'accord. Parlons maintenant du patient, de son parcours. Les urgences, on en parle souvent, elles sont débordées. Comment est-ce qu'une meilleure orientation des patients peut jouer là-dessus? C'est un enjeu absolument central. Pour qu'un système fonctionne bien, il faut une porte d'entrée claire. Et cette porte d'entrée, ça ne devrait pas être systématiquement les urgences. Normalement, c'est le médecin généraliste, le centre de santé. Si tout le monde va direct aux urgences, même pour un bobo, ben forcément ça sature. Et à côté de ça, il y a l'idée de standardiser les parcours de soins pour les maladies courantes. C'est un peu comme avoir une feuille de route. Suspicion, examen type, critères pour décider du traitement, traitement standard et surtout, très important, un plan de sortie qui est pensé dès le début, avec le relais en ville organisé. Et ça, cette standardisation, ça a quel impact? L'impact numéro un, c'est sur la durée moyenne de séjour, l'ALOS, comme on dit en anglais, ou DMS. Quand le chemin est clair, que la sortie est préparée à l'avance, on évite les jours d'hôpital juste pour attendre, ou parce que la coordination est mauvaise. Chaque jour d'ALOS qu'on gagne, quand il n'est pas nécessaire médicalement, eh bien c'est un lit qui se libère plus vite pour quelqu'un d'autre. Ça fluidifie tout l'hôpital, ça réduit les attentes, y compris aux urgences. Un exemple concret. Une pneumonie simple chez un adulte qui n'a pas d'autres gros problèmes. Avec un parcours bien cadré, antibio standard, critères pour passer au comprimé, kiné si besoin, sortie prévue avec suivi par le généraliste, on peut viser 4-5 jours d'hôpital. Sans ce cadre, le même patient peut très bien rester 8-9 jours, voire plus, juste par manque d'organisation ou d'anticipation de la sortie. Imaginez ça sur des centaines de cas. L'effet sur la fluidité est énorme. La fluidité, ça passe aussi par l'information qui circule. Numérisation. On voit passer plein de sigles. Hein. EMR, HIS. C'est quoi la différence au juste? Alors, l'EMR, c'est le dossier médical électronique, le DME. C'est vraiment le dossier du patient dans un hôpital ou une clinique. Ses antécédents, les consultations, les résultats d'examen, les ordonnances. Le HIS, ou CIH en français, Système d'information hospitalier, c'est beaucoup plus large. Ça englobe le DME, mais aussi toute la gestion de l'hôpital. Les lits, les rendez-vous, la facturation, la pharmacie, le labo. C'est un peu le cerveau numérique de l'hôpital. Ok. Mais avoir des systèmes partout, ça suffit pas s'ils se parlent pas entre eux, j'imagine. Ah bah non, c'est tout le problème, Sem. C'est le grand défi de l'interopérabilité. C'est super d'avoir un SIH à l'hôpital et un logiciel chez le médecin en ville. Mais s'ils ne peuvent pas échanger les infos facilement et en sécurité, on perd tout l'intérêt. C'est là que les standards comme HL7 ou FHIR entrent en jeu. On peut voir ça comme un langage commun pour les données de santé ou une sorte de prise électrique universelle. Une prise universelle. Oui, voilà. Ils définissent comment structurer l'info, qui est le patient, c'est quoi ce résultat de labo, voilà le compte-rendu, pour que n'importe quel système qui respecte la norme puisse la comprendre et l'utiliser. Et pour le citoyen, pour nous tous, ça apporte quoi concrètement cette interopérabilité? Suivi aussi parce que le médecin traitant reçoit vite le compte-rendu de l'hôpital et peut prendre le relais sans rupture. Plus de sécurité, évidemment, en évitant les erreurs dues à une info qui manque ou qui est mal comprise. Et puis à terme, ça permet aussi plus de transparence sur la qualité des soins, parce qu'on peut collecter et analyser les données de façon beaucoup plus fiable. D'accord. Autre sujet crucial, les ressources humaines. Le personnel infirmier notamment. Quelle différence on observe entre l'Allemagne et le Maroc sur ce point? Alors, l'Allemagne a mis en place des ratios minimums d'infirmiers par patient. Pas partout, mais dans des services clés. La réanimation, les urgences, la néonatologie. L'objectif, c'est la sécurité. Garantir qu'il y a assez de personnel soignant pour bien s'occuper des patients dans ces moments critiques. Au Maroc, la situation décrite dans l'analyse semble plus tendue. On parle d'une pénurie globale d'infirmiers assez nette et surtout d'un gros déséquilibre géographique. Beaucoup de personnel dans les grandes villes et les zones rurales ou plus isolées qui manquent de monde.
c'est un double problème en fait. Pas assez et mal réparti. C'est ça. Un défi à la fois quantitatif et de répartition territoriale. Et quelles pistes sont proposées pour améliorer ça au Maroc? Plusieurs idées sont évoquées. D'abord, définir des ratios infirmiers-patients planchers. Peut-être pas aussi stricts qu'en Allemagne et tout de suite, mais adaptés au contexte marocain pour garantir un minimum de sécurité, surtout dans les services à risque. Ensuite, des incitations. Financières, oui, mais aussi professionnelles, la formation, les possibilités d'évolution pour attirer le personnel dans les zones sous-dotées et surtout pour qu'il reste. Et enfin, l'accent est mis sur la formation continue. C'est essentiel pour que les compétences suivent l'évolution rapide des soins. Il ne faut pas juste avoir assez de monde, il faut du personnel bien formé, motivé et présent là où on en a besoin. Très clair. Bon, alors, si on veut s'inspirer de tout ça, notamment de l'expérience allemande, pour faire bouger les lignes au Maroc, il y a ce plan d'action concret qui est proposé. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, l'approche est vraiment pragmatique, étape par étape. 5 grandes étapes. Première étape, un projet pilote DRG. Surtout pas lancé partout d'un coup. On prend 5, peut-être 10 hôpitaux volontaires, de taille et de types différents. Et pendant 6 mois, 1 an, on apprend à coder. Coder, c'est-à-dire? Coder les diagnostics avec la classification internationale CIM10 et les actes médicaux. C'est la base du système DRG. Au début, on se concentre sur 30 ou 40 groupes de cas courants, bien connus comme les accouchements, les appendicites, les pneumonies. Deuxième étape, on commence avec un financement mixte. Pour pas tout chambouler, on ne passe pas à 100% DRG, on pourrait imaginer, disons, 30% du budget via les DRG et 70% qui restent comme avant, basés sur l'historique. Et point absolument crucial ici, dès le début, un audit externe et indépendant du codage. C'est la clé pour avoir des données fiables et éviter que certains hôpitaux gonflent un peu les cas pour toucher plus. Logique. Troisième étape. Introduire de petites incitations qualité, des bonus-malus très légers au départ, plus 2% maximum, liés à 3 ou 4 indicateurs qualité très clairs, mesurables. Réadmission, infection, satisfaction des patients, par exemple. Juste pour ancrer l'idée que la qualité, ça compte dans l'argent qu'on reçoit. Quatrième étape, travailler sur les parcours patients. Standardiser le parcours pour les maladies fréquentes, renforcer le rôle du médecin de premier recours comme porte d'entrée et systématiser le plan de sortie préparé à l'avance. L'objectif direct, réduire la durée de séjour inutile, fluidifier. Et enfin, cinquième étape, la numérisation de base, le socle. Pas besoin du système le plus cher et le plus compliqué tout de suite, mais il faut un dossier médical électronique, DME, minimum qui fonctionne dans les hôpitaux pilotes. Il faut que les systèmes puissent se parler, donc interopérabilité via HL7 FHIR. Et un tableau de bord simple pour suivre en temps réel quelques trucs essentiels. Le taux d'occupation des lits, les indicateurs qualité. Une question très pratique qui se pose souvent. Est-ce qu'il faut que tous les assureurs, publics, privés, mutuels, etc., soient d'accord et participent dès le début? La réponse donnée dans l'analyse est non, pas forcément. On peut très bien démarrer avec un seul acheteur principal, souvent l'assurance maladie publique. C'est elle qui passe contrat avec les hôpitaux pilotes sur ces nouvelles bases, DRG plus qualité. Les assureurs privés ou les mutuelles peuvent rejoindre le système plus tard. Mais l'important, c'est qu'ils jouent avec les mêmes règles. Même tarif pour les mêmes cas, mêmes indicateurs qualité, et il faut un mécanisme pour ajuster en fonction du risque des patients pour éviter qu'ils ne prennent que les patients faciles. Changer un système comme ça comporte des risques. 2 reviennent souvent. La manipulation du codage dont vous parliez, pour avoir plus d'argent, et puis le risque de creuser les inégalités entre les territoires en désavantageant les petits hôpitaux ruraux. Quelle solution? Pour le codage, la réponse numéro 1, c'est l'audit indépendant, régulier, avec des règles claires et des sanctions si on triche. C'est un contrôle qualité indispensable, il ne faut pas mégoter là-dessus. Pour l'équité territoriale, oui, c'est un vrai défi. Un petit hôpital rural, il fait peu de volume, donc un système purement DRG peut le mettre en difficulté. Alors, il y a plusieurs solutions qu'on peut combiner. On peut maintenir un financement de base garanti pour couvrir les frais fixes essentiels. On peut leur donner des budgets spécifiques pour des missions d'intérêt général, comme les urgences de proximité. On peut aussi imaginer une péréquation entre hôpitaux riches et moins riches. Le but, c'est de protéger l'accès aux soins essentiels partout,
tout en encourageant l'efficacité là où c'est possible. Faut surtout pas que la réforme mène à fermer des hôpitaux vitaux en zone rurale. C'est un équilibre à trouver. D'accord. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, euh, quels sont les grands messages à retenir de cette analyse comparative et de ce plan d'action? Pour moi, il y a vraiment deux idées très fortes qui se dégagent. La première, c'est l'importance fondamentale de lier l'argent qu'on donne aux hôpitaux, non seulement à combien ils font d'actes, mais aussi, et de plus en plus, à la qualité de ce qu'ils font et à la complexité réelle des patients qu'ils soignent. Les outils comme les DRG, les indicateurs qualité avec des bonus-malus, ce sont des moyens techniques pour arriver à cet objectif stratégique. Payer pour la valeur ajoutée, pas juste pour le volume. Et la deuxième idée forte, c'est le pragmatisme. Y aller doucement, pas de grand soir. L'approche qui est recommandée, c'est de commencer petit, avec des projets pilotes bien ciblés. Construire en même temps le socle numérique indispensable et l'interopérabilité, c'est vraiment la clé de voûte. Et toujours garder en tête la nécessité de protéger l'accès aux soins pour tout le monde, surtout dans les zones fragiles, avec des financements adaptés. Tout ça est présenté comme un chemin réaliste. Un chemin vers un système qui pourrait être plus efficace, de meilleure qualité et plus durable financièrement. Et au final, c'est bénéfique pour les patients, pour les professionnels de santé et pour la collectivité. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment très complet et très clair. Pour finir, peut-être une question qui sort un peu du cadre technique, mais qui me semble importante. Au-delà de toutes ces réformes de structure, de financement, comment est-ce qu'on peut renforcer la confiance au quotidien entre le patient et son hôpital? Comment une meilleure information, plus de transparence pourrait jouer un rôle là-dedans, même avant que ces grands systèmes soient partout? Voilà, c'est une question ouverte, une piste de réflexion pour chacun.